L'écho des montagnes. La tempête de neige ne s'était pas contentée de tomber sur les collines des Appalaches. Elle chassait. C'était un mur de glace implacable, poussé de côté par le vent, qui engloutissait l'asphalte sinueux de la route jusqu'à ce que le monde ne soit plus qu'une seule nuance incertaine de gris. Niché dans un virage serré à l'extérieur de Pinolow se trouvait un dîner solitaire, dont les fenêtres ambrées luisaient comme un feu bas contre l'obscurité grandissante. À l'intérieur, l'air était lourd de l'odeur familière du café brûlé, de la graisse chaude et du bourdonnement de conversations feutrées qui duraient depuis des générations. Caleb Derroer était assis dans sa banquette habituelle, le dos contre le mur et les yeux rivés sur la porte. À 35 ans, il se mouvait avec la grâce discrète et économe d'un homme ayant passé 10 ans chez les Navy Sales. Ses épaules étaient larges, sa posture droite, et ses yeux, de la couleur de l'acier vieilli, mesuraient sans cesse les issues et les ombres. Il ne s'agitait pas. Il ne gaspillait aucun geste. À ses côtés, dissimulé sous la table, se trouvait Briggs. Le berger allemand avait 8 ans, le museau grisonnant, le corps toujours puissant mais reposant avec l'immobilité calculée d'un vétéran. Ancien chien qu'à neuf, Briggs connaissait la différence entre une menace et une simple distraction. La cloche du dîner tinta, un son aigu et intrusif qui fendit le murmure ambiant. La salle se tut de cette manière particulière qui se produit toujours lorsque quelqu'un qui n'appartient pas au lieu franchit la porte. Une jeune femme se tenait dans l'embrasure, grelottant si violemment que ses dents claquaient. Elle semblait avoir la vingtaine, bien que l'adversité eût creusé des rides de fatigue autour de ses yeux. Sa veste était bien trop mince pour un hiver de montagne, détrempée aux épaules là où la neige avait commencé à fondre. Ses cheveux bruns foncés et humides retombaient librement autour d'un visage marqué par de longues distances et des nuits encore plus longues. Elle s'appelait Mara, bien que personne dans le dîner ne songeât à le lui demander. Elle avança prudemment entre les banquettes, ses yeux implorant un endroit où s'asseoir, se réchauffer, simplement exister. Mais un à un, les habitués détournèrent le regard. Les cuillères restèrent suspendues, les conversations moururent, et un mur d'exclusion silencieuse s'éleva autour d'elle. Dans ces collines, le confort se trouvait très près de son absence, et un étranger rappelait à chacun combien il était facile de tout perdre. Elle atteignit la banquette de Caleb au moment précis où ses forces l'abandonnèrent. Ses genoux cédèrent, non pas avec théâtralité, mais avec la reddition silencieuse d'un corps trop sollicité. Caleb était déjà debout avant qu'elle ne touche le sol. Il la rattrapa sous les bras, la guidant avec des gestes assurés et doux. Doucement, dit-il d'une voix grave et posée. « Je vous tiens. » Sarah, la serveuse qui travaillait là depuis 20 ans, arriva rapidement avec un mug de chocolat chaud et un bol de ragoût épais. Caleb ne posa aucune question. Il ne lui demanda ni son nom ni d'où elle venait. Il se contenta d'envelopper ses épaules tremblantes de sa lourde veste et d'attendre. Dehors, le vent martelait les vitres, bête furieuse cherchant à se frayer un passage. Ça empire, observa Caleb en regardant le blanc aveuglant engloutir le parking. Vous ne pouvez pas rester dehors par ce temps. Mara leva les yeux, la fierté luttant encore contre l'épuisement. Je n'ai nulle part où aller, murmura-t-elle. Caleb regarda Briggs. Le chien s'était levé et avait appuyé son épaule chaude contre le genou de Mara, geste silencieux d'acceptation. Pour Caleb, c'était toute la confirmation dont il avait besoin. « Allons vous mettre en sécurité », décida-t-il. Le trajet jusqu'à Clearwater Ridge fut une lutte contre les éléments. Caleb guida son pick-up à travers l'abîme blanc, les mains fermes sur le volant, tandis que Mara, sur le siège passager, serrait son bol de soupe. La cabane surgit des arbres comme une forteresse de bois sombre. À l'intérieur, l'air sentait le pin, les vieux livres et la fumée propre du bois brûlé. Pendant 3 jours, la tempête les retint prisonniers. Caleb instaura une routine de « travail contre hébergement ». Il ne voulait pas qu'elle se sente comme un cas de charité, alors il lui donna des tâches, empiler du bois près de l'âtre, réparer de vieux équipements et l'aider avec les animaux de la grange. Mara travaillait avec une efficacité silencieuse et farouche. Elle était une fille des collines. Elle savait étirer un repas et respecter le silence des bois. Briggs de 20 son hombre constante.
Il ne balayait plus la pièce d'un regard agressif. Il se contentait de rester à ses pieds, sentant que c'était elle qui avait désormais besoin d'être protégée. Caleb l'observait depuis la cuisine, troublé par la manière dont sa présence emplissait la maison. Les murs semblaient retenir les sons plus longtemps. Le silence ne paraissait plus vide, il semblait habité. Le troisième soir, la découverte eut lieu. Caleb se trouvait dans la grange, et Mara s'occupait du linge dans la petite pièce du fond. Lorsqu'elle souleva un lourd pantalon de travail de Caleb, une large lanière de cuir tomba de la poche et heurta le sol dans un bruit sourd. C'était un garrot artisanal, le cuir assombri par des années d'usage, de sueur et d'huile. Mara s'agenouilla pour le ramasser, mais lorsque ses doigts frôlèrent le cuir, elle se figea. Elle retourna la lanière dans la faible lumière de la buanderie. À l'intérieur, là où le cuir touchait la peau, 3 lignes parallèles avaient été gravées par une main sûre. À côté se trouvait un « C » maladroit, légèrement de travers, la marque indéniable d'un artisan pressé mais fier de son travail. Son soufflé se coupa. Elle suivit du doigt le second trou de la lanière, qui n'avait pas été percé en usine mais était irrégulier, fait au clou et au marteau. Elle connaissait cette marque. Elle l'avait vue se former lorsqu'elle était enfant, assise sur un tabouret dans un atelier poussiéreux, pendant que son père jurait contre une boucle bon marché qui ne voulait pas s'ajuster. Caleb entra dans la pièce, ses bottes résonnant sur le parquet. Il s'arrêta lorsqu'il vit Mara assise sur ses talons, serrant la lanière contre sa poitrine comme une relique sacrée. « Où avez-vous eu ça » demanda-t-elle. Sa voix était fine, fragile, dangereusement proche de la rupture. Caleb s'adossa à l'encadrement de la porte, le visage dans l'ombre. Il y a 15 ans, commença-t-il d'une voix chargée de souvenirs douloureux. J'étais un jeune soldat en mission hivernale. Mon unité a essuyé des tirs sur une crête gelée. Je suis tombé lourdement, éclat dans la jambe. Je me vidais de mon sang, et le froid achevait ce que le métal avait commencé. De nulle part, un homme est apparu. Un montagnard. Il ne m'a pas demandé qui j'étais ni pourquoi je me battais. Il a simplement retiré sa ceinture, l'a serrée autour de ma jambe pour stopper l'hémorragie, puis m'a traîné sur 2 kilomètres à travers une tempête jusqu'à un point d'extraction. Il m'a sauvé la vie, Mara. Je n'ai jamais appris son nom. Mara leva vers lui des yeux pleins de larmes brûlantes et de colère. Il s'appelait Thomas Caldwell, dit-elle d'une voix tremblante. Et cet acte de bonté est la raison pour laquelle ma famille a tout perdu. Caleb sentit l'air quitter la pièce. La dette qu'il portait depuis 15 ans venait soudain de prendre un visage. Celui de la femme frissonnant dans sa chambre d'amis. La moisson de la justice. Le silence qui suivit la révélation de Mara était plus lourd que la neige au dehors. Caleb resta figé dans l'embrasure de la porte, le poids de 15 années de survie pesant soudain sur sa poitrine comme un fardeau physique. Il avait toujours su qu'il devait sa vie à un inconnu, mais il n'avait jamais imaginé que le prix de son souffle avait été la destruction systématique de l'héritage d'un homme de bien. On l'a traité de traître, murmura Mara, ses doigts suivant le « C » gravé dans le cuir. Dans ces collines, les gens n'aiment pas quand on amène le gouvernement ou l'armée sur le pas de leur porte. Après cette nuit-là, le travail s'est tari. On a cessé de le regarder dans les yeux. Il a dû nous quitter, Caleb. Il est parti chercher du travail dans une ville à 3 États d'ici juste pour payer les impôts. Et il n'est jamais revenu. L'effondrement d'un échafaudage l'a emporté avant qu'il ne puisse dire adieu. La machoire de Caleb se crispa. Il n'offrit pas d'excuses creuses. Il savait que pour une femme comme Mara, les mots étaient vides s'ils n'étaient pas soutenus par le poids de l'action. « Je ne peux pas changer le passé, Mara, dit-il d'une voix basse et dangereuse. Mais je peux foutrement bien réparer le présent. » Le lendemain matin, la « salle de guerre » fut mise en place. Caleb contacta les seules personnes en qui il avait confiance pour mener un combat qui n'impliquait pas des balles. Evelyn Hart, une avocate en droit foncier à l'esprit aussi tranchant qu'un rasoir, et Noah Pike, un enquêteur capable de retrouver un fantôme dans le vide. Pendant des semaines, la cabane se remplit de l'odeur du vieux papier et du ronronnement d'une imprimante. Evelyn retraça la chaîne de propriété du terrain Caldwell, découvrant une histoire hachée de transferts qui ne concordaient pas. Ici,
dit-elle en pointant un document datant de 6 ans. La signature de ta mère a été notariée un jour où elle était officiellement en soins intensifs, lourdement sédatée. Ce n'est pas une simple erreur, Mara. C'est un vol. Noah Pike se concentra sur les cousins qui avaient accaparé la terre. Il établit une chronologie de leurs déplacements et mit au jour un schéma de comportement prédateur. Mais il leur manquait encore une pièce, l'acte de propriété original ou une trace écrite des intentions de Thomas Caldwell. La percée eut lieu un mardi, près du crépuscule. Ils retournèrent à l'ancienne ferme des Caldwell, une maison usée aux porches affaissées et aux fenêtres semblables à des yeux creux. Caleb libéra Brigg de sa laisse. Le chien ne courut pas, il travailla. Il fit le tour d'un abri à outils effondré à l'arrière de la propriété, le museau près de la terre gelée. Puis il se mit à creuser, grattant la gelée de manière frénétique et régulière. Sous une lame de plancher tordu, enfouie dans un coffret métallique rouillé, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. À l'intérieur se trouvaient les journaux originaux de Thomas et un ensemble de documents non enregistrés. Ils savaient que les cousins tournaient autour de la terre. Il avait consigné leurs menaces. Et tout au fond se trouvait une photographie d'une jeune Mara, avec une note au dos. « Pour ma fille, cette terre est le battement de son cœur. Ne les laisse pas la réduire au silence. » La bataille juridique qui suivit ne se livra pas à coups de grands discours, mais avec la froide clarté de la vérité. Dans une salle d'audience du chef-lieu de comté, Evelyn Hart présenta les preuves. Dossier hospitalier, signatures falsifiées et journaux retrouvés par Brigg. Lorsque Caleb prit la barre, il ne parla pas de la loi. Il leva la lanière de cuir, le garrot qui lui avait sauvé la vie, et raconta l'histoire d'un homme qui avait tout donné pour un inconnu. Le marteau du juge retentit comme un coup de tonnerre dans la petite salle. Les transferts frauduleux furent annulés. La terre fut restituée. Le nom Caldwell fut réinscrit au registre de Pinolow, non pas comme un souvenir, mais comme un héritage vivant. Le printemps arriva dans les Appalaches avec une grâce obstinée. La neige se retira des piquets de clôture et la boue s'amollit sous le soleil. Mara déverrouilla la porte de la maison de son père pour la première fois depuis des années. L'air y était vicié, imprégné de poussière et de temps perdu, mais lorsqu'elle ouvrit les fenêtres, l'odeur du pain et de la terre humide se précipita à l'intérieur pour l'accueillir. Caleb ne partit pas. Il échangea son équipement tactique contre un marteau et une scie. Ensemble, ils reconstruisirent le porche. Ils dégagèrent les vergers envahis par la végétation. Et dans la grange, ils créèrent quelque chose de nouveau. Un centre communautaire où les anciens pouvaient enseigner aux plus jeunes les savoirs d'autrefois et où aucune famille ne serait jamais laissée seule face à une tempête. La communauté changea aussi. Des voisins qui autrefois détournaient le regard arrivèrent désormais avec des paniers de nourriture et des offres d'aide. La vérité. Une fois dite à voix haute, avait le pouvoir de faire aux ombres jusqu'à les faire disparaître. Le mariage eut lieu dans la prairie où les pommiers commençaient à peine à fleurir. C'était une cérémonie simple, remplie de musique de violon et du rire de gens qui avaient oublié comment avoir peur. Mara portait une robe de dentelle blanche et Caleb sa plus belle veste, ses yeux gris acier enfin apaisés. Brigg était assis à leur côté avec dignité, un bandana noué autour du cou, la queue battant l'herbe. Après la cérémonie, ils marchèrent jusqu'au bord de la propriété, près du muret de pierre où commençait la forêt. Caleb s'agenouilla et déposa la lanière de cuir dans une petite boîte en bois faite à la main, qu'ils avaient intégrée aux fondations de la maison. « J'ai passé 15 ans à me demander pourquoi j'avais survécu cette nuit-là, » dit Caleb en prenant la main de Mara. « Maintenant je sais. Je n'ai pas seulement été sauvé pour continuer à vivre. J'ai été sauvé pour te ramener chez toi. » Mara posa la tête sur son épaule, regardant les crêtes qui lui avaient autrefois semblé si froides et indifférentes. « Mon père disait que le regret salit les bonnes actions, » murmura-t-elle. Il serait heureux de savoir que son geste a enfin accompli son œuvre. L'histoire du soldat et de la fille des collines devint une légende à Pinolow, un rappel que les miracles n'arrivent pas toujours avec tonnerre et éclair. Souvent, ils prennent la forme d'une place offerte dans un dîner, d'un chien qui sait où creuser, et du courage discret de ceux qui refusent de détourner le regard de la vérité. Lorsque le soleil plongea derrière les sommets,
Projetant de longues ombres dorées dans la vallée, tous trois, l'homme, la femme et le chien, regagnèrent la maison. La tempête était passée, et pour la première fois depuis 15 ans, le silence des montagnes était une chose belle.